En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 40 500 €. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous discutons avec Guillaume d'Alençon de sujets très élevés. On va parler de la montagne, mais la montagne où on rencontre Dieu, les ermites, la Chartreuse. Et nous parlons ensemble de cette forme très élevée de monachisme qui est d'un côté la Chartreuse et de l'autre côté la vie érémitique. Puis nous aurons nos amis des studios Saint-Louis en ligne, pas sur le plateau mais en ligne, pour parler de leur dernière production, le Dîner aux chandelles saison 3. Et enfin, comme je le fais souvent pendant ce temps de confinement, couvre-feu, je ne sais plus très bien où on en est d'ailleurs, je ne suis pas sûr que notre valeureux ministre de l'Intérieur ou de la Santé en sache beaucoup plus, mais donc comme je le fais souvent en ces périodes troublées, je vous proposerai quelques pistes de lecture, notamment pour préparer vos futures vacances à la plage, puisque j'espère bien que nous pourrons quand même partir. Et donc tout de suite, je me tourne vers Guillaume d'Alençon, que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur de l'association LIFE, qui comme son nom l'indique, travaille pour la vie, pour la famille, pour le mariage, et fait beaucoup d'éditions, notamment d'éditions spirituelles. Et donc je vous reçois aujourd'hui pour 2 livres, un premier de vous sur Saint-Bruno, et un deuxième d'un ermite, quasi anonyme, dont on a juste le prénom, frère Emmanuel, Une lumière sur la montagne. Et le premier, c'était Saint-Bruno, la solitude transfigurée, donc Saint-Bruno, fondateur des Chartreux. Et cet ermite, il est ermite de quel ordre d'ailleurs ? Un ermite. Un ermite, voilà, tout court. C'est un consacré dans un diocèse. D'accord. Tout simplement. Et donc il est seul dans sa montagne, il est sans voilà. rattachement autre que son évêque. Voilà. D'accord. Et donc l'un et l'autre, évidemment, c'est des formes très austères, très élevées de la vie monastique. Hein. Le Chartreux, c'est une vie semi-érémitique, et l'ermite, évidemment, c'est une vie érémitique tout court. Donc seul face à Dieu, seul pour porter le monde. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette vie ? Alors, le confinement a été pour un certain nombre de personnes l'occasion de vivre la solitude. Et la solitude de manière douloureuse dans la plupart des cas. Et donc, j'ai trouvé intéressant de réinvestir la figure de Saint Bruno, qui a vécu une période troublée de l'histoire, des hommes et de l'histoire de l'Église, et qui a vécu la solitude comme un appel et comme un lieu de découverte de la paix profonde. Par conséquent, le monde d'aujourd'hui, qui d'ailleurs est assez attiré par l'évasion, eh bien, il y a un message très fort, c'est que pour trouver la paix, il n'est pas nécessaire de franchir les portes des frontières, de franchir les
de prendre l'avion ou le TGV, mais de simplement savoir se retrouver seul avec Dieu dans sa chambre et le retrouver dans le secret. Et c'est une manière. Mais pardon, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de prendre l'avion pour aller sur un paradis loin d'ici et que cette vie-là qui me donne l'impression, j'en sais rien, j'ai jamais essayé, me donne l'impression que je ne tiendrai pas 15 jours. Peut-être que tu ne tiendrais pas une semaine. Moi, pas 3 jours. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le mystère de communion qui préside à cette expérience de la solitude. Ce n'est pas une solitude de repli sur soi, c'est l'enfermement, c'est la prison psychiatrique. C'est vraiment une vocation. Quelque part, le mariage est une forme de solitude, puisqu'on est seul avec la même femme pendant toute une vie. Et donc, il y a vraiment un message aussi de fidélité et à la solitude que les Chartreux, l'ordre issu de Saint-Bruno, nous apportent. C'est qu'en fait, ce n'est pas un repli sur soi dans un égoïsme, mais c'est au contraire un combat contre soi-même. Et à la limite, la solitude rend beaucoup plus parlant, beaucoup plus criant le monde, puisque l'imagination, la folle du logis, est surefficace. Voilà, surefficace et suractive, spécialement dans la solitude. Et les vieux Chartreux, par contre, révèlent la douce paix qui s'instaure avec les années. Et il y a des messages extraordinaires. Je vous invite à lire les écrits de Saint-Bruno ou de ses fils spirituels. Guigues le Chartreux. Et dont Augustin Guirand, le silence cartésien, et voilà, qui sont vraiment des textes accessibles pour les hommes du monde, et qui au contraire sont des points d'appui. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, la Chartreuse, à plusieurs époques de l'Église, a été un lieu d'influence extraordinaire dans l'histoire des hommes. Je parlais récemment avec un prêtre très bon connaisseur de l'histoire spirituelle de France, qui disait que la Chartreuse de Paris, déjà le fait qu'il y ait eu des Chartreuses à Paris est en soi sublimissime, mais que la Chartreuse de Paris était un centre intellectuel, spirituel, d'une certaine façon d'agitation théologique. Évidemment, c'était le calme chartreux, cartésien, mais en même temps, c'était de là que partaient des mots d'ordre de ce qui allait devenir l'école française de spiritualité, parce que évidemment ça avait pu être testé un peu sur les quelques décennies, parce que on a l'impression qu'ils ont le temps d'essayer, quoi. Alors, les Chartreux ne sont pas des intellectuels à la base, même si on trouve des polytechniciens parmi les Chartreux ou des normaliens, mais les Chartreux sont d'abord des moines. Il y a donc aussi des intellectuels parmi eux. Mais leur métier n'est pas d'écrire ou de produire, leur métier est de vivre la solitude dans un quotidien extrêmement rythmé par une double liturgie. Ça veut dire, ils ont la messe en solitude, donc il n'y a pas de concélébration chez Chartreux, sauf de temps en temps pour des grandes fêtes, ça peut arriver. Mais il y a surtout le double office, c'est-à-dire l'office des heures en communauté, pour les vêpres essentiellement, ils ont les vêpres en communauté. Et donc, ils le disent en cellule, mais ils dédoublent avec l'office de la Sainte Vierge. Et cette histoire de l'office de la Sainte Vierge remonte aux origines de l'ordre. Vous allez voir, l'histoire est assez incroyable. C'est que Saint Bruno, quand il a été appelé après avoir fondé, sans le vouloir, cet ordre, puisqu'il a été rejoint par quelques compagnons, eh bien, Saint Bruno a été appelé par le pape, un de ses élèves, le pape Urbain, qui était un de ses élèves jadis, à Reims, eh bien, pour venir l'aider à la curie. Saint Bruno, la mort dans l'âme, alors qu'il venait de trouver sa vocation, 25 ans après à l'avoir cherché, eh bien, a dû quitter la Chartreuse, le massif de Chartreuse. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe dans la petite communauté naissante, puisque les moines ne savent plus à quel saint se vouer, puisque le saint venait de partir. Et donc, ils voulaient repartir les uns et les autres vers les communautés d'origine, etc. Et l'un des frères de l'époque, qu'on n'appelait pas Chartreux, puisque Chartreux c'est le lieu, Carthusia, le Valis Carthusia, le vallon carthusien, eh bien, l'un d'entre eux a eu une expérience forte, je crois, une apparition de la Sainte Vierge, qui lui a dit de rester, ainsi que tous ses compagnons, et qu'elle protégerait l'ordre naissant si ils étaient fidèles à l'office de la Sainte Vierge. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont l'office des Béatas, donc des Béatas, ça veut dire de la Bienheureuse, l'office de la Sainte Vierge, et ils dédoublent l'office, donc ils font x2, et ils se lèvent. Alors ce qui est assez étonnant chez eux, c'est leur rythme horaire. C'est qu'ils se couchent à 8h du soir, ils se relèvent vers 11h30, ils ont l'office de nuit, donc l'office de matine, qui dure 2h30, 3h, ils se recouchent 2 ou 3 heures, ils rallument le poêle l'hiver pour se réchauffer
leurs cellules, parce que pour s'endormir, quand il fait très très froid, c'est difficile. Et ensuite, ils reprennent le cours de leur journée vers 6 heures du matin. Voilà, donc voilà un peu le rythme. Et alors, vous parlez d'influence. Eh bien, leur influence est surtout surnaturelle, par la communion des saints. Par contre, il y a quelque chose, il y a une vérité qu'il faudrait rétablir, c'est que souvent on dit que la spiritualité du Sacré-Cœur vient des jésuites ou vient des eudistes. Et vous parliez d'école française. Eh bien, c'est faux. Désolé pour nos amis jésuites, ou les eudistes, qui sont tout à fait remarquables dans ce domaine-là, qui ont fait des très belles découvertes spirituelles. Mais ce sont des moines chartreux. C'est un chartreux de Cologne, à la fin du XIVe, XVe siècle. Ils étaient plusieurs à avoir vraiment développé cette spiritualité du Sacré-Cœur. Et voilà, c'est... Tout comme, et là peut-être que des historiens de l'ordre dominicain vont me faire brûler sur les bûchers, mais tout comme le rosaire. Le rosaire, évidemment, Saint-Dominique, mais les chartreux, au même moment, priaient déjà la Sainte Vierge sur un mode relativement semblable. Voilà. D'accord, très intéressant. Très intéressant. Et vous avez donc évidemment travaillé la figure de Saint Bruno. Ces disciples, ils sont attirés par quoi? Ils sont attirés par... parce que objectivement, c'est quand même assez rude comme vie. On ne peut pas dire que ça soit exactement ce que le monde nous propose comme modèle dominant d'épanouissement, comme on dit maintenant. Comment est-ce qu'on arrive à la chartreuse? Vous avez des exemples de disciples qui peuvent nous éclairer un peu? Alors, je vais en prendre un, très atypique. Je crois que c'était au XIIIe siècle, le comte de Nevers, qui venait d'être nommé régent du royaume, parce que le roi venait de partir en croisade. D'accord. Et ne me demandez pas le nom du roi, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que le comte s'appelait Guillaume. Pas toujours bien porté, malheureusement. Et le comte de Nevers avait décidé de rentrer à la chartreuse. Saint-Bernard a été mobilisé pour le mobiliser sur ce projet de régence. Mm-hmm. Et lui, quand le roi est parti en croisade, il a pris la poudre d'escampette, il a rejoint la chartreuse. Excellent. 10 ans plus tard, son père, qui était encore vivant, donc le comte ancien, eh bien, devient frère convert. C'est-à-dire, frère, tout ce qu'il y a de plus simple, il était en train de garder les troupeaux, et donc son père monte sur les alpages, et on lui indique une figure humaine de loin, qui était revêtue d'ailleurs d'une peau de bête. Et le père s'approche de lui et lui demande « C'est vous ?» Et donc Guillaume, et il se retourne, il dit « Oui, c'est moi, père ». Et il voit un frère qui portait en plein soleil un vêtement de mouton et des mouches volaient tout autour. Il était envahi par les insectes. Et son père était indigné de voir son fils dans cet état-là. Et excusez-moi, c'est un peu long, mais ça mérite. Et la réponse du frère convert était de dire je préfère que toutes les peines que je souffre maintenant me fassent gagner des jours de paradis plutôt que d'emmener avec moi mes toilettes dans des endroits où on ne voit pas Dieu. Et donc c'est un beau témoignage d'humilité, de personnes qui ont des très fortes responsabilités. Et on peut même rapprocher de cela, même si ce n'était pas un saint, le grand ennemi de François Ier, le roi d'Espagne, Charles Quint, qui finit sa vie dans un monastère pendant longtemps. Voilà. Donc on y va pour rencontrer Dieu et porter le monde devant Dieu. Voilà, c'est pendant un sacrifice qui peut durer 90 ans, mais qui est... Alors, moi j'ai envie de dire, je suis un contre-témoignage, parce que je ne suis ni chartreux ni ermite. Mes enfants témoignent. Et ma femme aussi. Mais je me dis, allons-nous vers la fin des moines ? Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde s'agite de tous côtés, moi le premier. Ouais. Et où sont les points de stabilité profonde qui font qu'on se retrouve ? La croix tient pendant que la Terre tourne. Quoi. Exactement. Où sont et là je m'adresse aux jeunes qui pourraient nous regarder. Vous êtes-vous posé la question de la vocation contemplative forte, intense, une vocation qui est à la vie religieuse ce que la Légion est à l'armée, c'est-à-dire une vocation qui implique totalement. Et c'est une vraie question, parce que je crois que ceux qui sont rentrés à la Chartreuse, et il y a un certain nombre de jeunes, ne s'en sont pas repentis.
Merci beaucoup, cher Guillaume. Donc, Saint-Bruno, la solitude transfigurée et Une lumière sur la montagne de Frère Emmanuel, 2 livres parus chez Life Édition. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois par Skype notre ami Jean-Baptiste Salmon des studios Saint-Louis. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume. Vous venez nous voir comme à peu près à chaque saison pour nous présenter la nouvelle saison d'un dîner aux chandelles et je crois pas seulement. Alors commençons par un dîner aux chandelles. Vous en êtes à quelle saison? La 3, c'est ça? Alors effectivement, on est à la saison 3, même si on va plus parler de saison, on va parler même de films, de longs métrages qui va clôturer la série Un dîner aux chandelles. Voilà, on va s'arrêter après ça sur cette histoire, sur ces scénarios. Donc l'idée c'est de terminer avec la saison 3, vous aurez terminé votre histoire. Voilà, exactement. Avec la saison 3, on va terminer l'histoire, les intrigues donc, de la famille Montblason. Est-ce que vous pouvez nous juste rappeler pour les nouveaux auditeurs un peu l'intrigue générale d'un dîner aux chandelles? Tout à fait. Alors on va faire un petit rappel, petit synopsis. Donc, voilà, sur ces 3 saisons, on suit donc la famille de Montblason, qui est une famille aristocratique qui habite en Touraine. Voilà, et donc dans son château. Et donc on suit un petit peu leur quotidien, les histoires qui leur arrivent, voilà, autour d'énigmes policières. Voilà, on suit également leur personnel, hein, leurs valets, leurs femmes de chambre. Et donc voilà, il arrive pas mal de choses, il y a pas mal de rebondissements et de nouveaux personnages au fur et à mesure des saisons. Pour le spectateur que je suis, avec quand même une insistance particulière pour l'art de vivre, la culture à la française, pas forcément la haute culture, mais la culture gastronomique, savoir se tenir à table, ce genre de choses qui sont bien perdues aujourd'hui, mais qui manifestement restent très présentes chez la famille de Montblason. Tout à fait, exactement. On essaye de garder un petit peu, enfin, de retrouver les codes de l'époque, donc du début du XXe siècle, de retrouver effectivement un art de vivre au sein du patrimoine, donc dans un château, dans des vieilles pierres, de conserver un petit peu le côté historique, voilà, dans une fiction qui est effectivement voilà, qui est assez sympathique à regarder pour un public familial. Avec le noir et blanc qui ajoute encore à cet aspect. Voilà, exactement. Alors, il y a vraiment une évolution, hein, pour ceux qui nous ont déjà suivis depuis le début. Il y a une vraie évolution entre les saisons. Donc, la première saison qui est effectivement en noir et blanc, dans un lieu de tournage. La deuxième saison qui passe en couleur, voilà, parce qu'on avait un peu plus de temps, un peu plus de matériel, avec plus de travail sur les dialogues, sur les prises de son notamment, et donc qui se passe dans 2 lieux de tournage. Et puis donc la troisième saison qu'on vient de finir de tourner, qu'on a tourné sur 2 semaines dans 3 lieux de tournage différents, donc au château de Giseux qui nous accueille depuis le début de l'aventure, mais aussi au château de la Barre, voilà, dans la Sarthe, qui a décidé de nous accueillir pour le projet de la saison 3, et puis dans le village d'Hervaux dans les Deux-Sèvres. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la jeune équipe, la petite équipe des studios Saint-Louis? Tout à fait. Donc, alors c'est amusant, c'est pareil, ça a bien évolué. Il y a 4 ans, donc au début de nos projets, on était 8-10 jeunes motivés. Et puis voilà, maintenant on est passé à une équipe d'une quarantaine de personnes bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui participent au projet, qui s'investissent, que ce soit comme comédiens ou bien pour les aspects techniques, de tournage, de prise de son, de gestion logistique, d'intendance. Donc voilà, donc maintenant on a commencé à se structurer un petit peu, à professionnaliser aussi un petit peu notre travail. Hein. L'objectif c'est de constamment s'améliorer, mais de garder quand même cet esprit de famille que nous avons depuis le début. Voilà. J'ai déjà dit plusieurs fois à vous et à d'autres de l'équipe, mais
Ce que je trouve très intéressant dans la situation où nous sommes, qui est une situation de déracinement culturel assez profond dans la société française, mais je trouve que on commence à voir des initiatives culturelles de réenracinement. Évidemment, la plus belle et la plus grande, c'est le Puy du Fou. Mais autour, il y a plein de châteaux qui décident de reprendre vie avec un parc d'attractions. Il y a des films comme vous. On sent qu'il y a un bouillonnement culturel qui est d'assez bonne aloi, je trouve. On a l'impression qu'on n'est plus simplement les vieux ronchons, mais qu'on propose des choses. Exactement, il y a une volonté claire et nette des générations actuelles effectivement de moderniser les choses, mais de garder justement, comme vous dites, cet enracinement, de mettre en valeur le patrimoine, de mettre en valeur ce qui nous tient à cœur, ce qui nous anime, et de garder un vrai esprit à la fois humble, mais aussi aventurier, et donc qui nous pousse à faire des projets un peu fous, à essayer d'aller jusqu'au bout des choses, et puis donc à valoriser le patrimoine, valoriser l'histoire, valoriser les personnes, les lieux. Alors, ça c'était les projets bouclés, si je puis dire. Vous avez des projets à venir ? Alors, tout à fait. Déjà, donc on va terminer le montage de la saison 3. La post-production donc, de la saison 3, enfin du long métrage de la saison 3, qui va donc clôturer la série et qui sortira au mois de novembre ou décembre prochain, donc pour l'hiver. Mais vous serez avertis, bien sûr, sur nos réseaux. L'idée étant qu'on cherche évidemment toujours des soutiens, de l'aide et des financements pour aider notre association, pour nous aider à développer nos projets. Alors, pour développer, le nom du site des Studios Saint-Louis va s'afficher, mais donc évidemment, c'est que des bénévoles, mais c'est pas gratuit de faire la post-production, tout le monde le sait, et évidemment, il faut soutenir ces jeunes initiatives talentueuses. Exactement. Et donc, pour en revenir au projet à venir, donc on va continuer de chercher des partenaires auprès des châteaux, auprès des lieux de patrimoine français, quelles que soient les régions. Si vous nous regardez et que vous êtes heureux propriétaire ou résident d'un château, d'un beau lieu de patrimoine, que vous souhaitez le mettre en valeur, par l'image, par l'audiovisuel, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Nous sommes ravis d'en discuter avec vous, de pouvoir monter un projet qui nous tient à cœur et qui j'espère, vous rendra service aussi. Donc nous continuons d'être présents sur ce volet-là, et puis derrière nous continuons à travailler sur un projet dont nous avions déjà parlé sur votre plateau, Guillaume, sur les guerres de Vendée, avec l'adaptation d'un livre de Rénal Séchet, donc sur les guerres de Vendée. On travaille sur le scénario. Donc c'est sur l'histoire des guerres de Vendée, ou ce que Rénal a surtout développé, c'est-à-dire le mémoricide après le génocide? Tout à fait. Donc l'idée, c'est de remettre en image les guerres de Vendée et de lutter contre le mémoricide de cette façon. Voilà, exactement. D'accord. On ne peut que vous y encourager, évidemment. Vous commencez à filmer quand, ou vous en êtes encore au stade du script? Alors, on est encore au stade de finaliser le script, et puis de monter, de développer le projet en interne, de voir un petit peu comment on peut le mettre en place, et puis de trouver effectivement aussi des partenaires et des financements, parce que ça représente quand même un budget assez conséquent. L'idée étant de pouvoir réaliser un long métrage professionnel de qualité, pour que tout le monde puisse en profiter pleinement. Et donc pour ça, il faut trouver des lieux de tournage, trouver des décors, trouver des costumes, trouver une équipe de tournage, des comédiens. Donc c'est quand même. Et donc c'est pour l'été prochain. On se donne un peu de temps pour le travailler. Très bien. Bon, écoutez, tous nos vœux vous accompagnent, comme à chaque fois que vous venez. Moi, je suis très admiratif de cette jeune génération qui
se bougent pour faire un peu connaître et promouvoir notre patrimoine. Donc merci beaucoup, cher Jean-Baptiste, et merci à toute l'équipe des studios Saint-Louis. Bon vent et bon courage pour les prochaines étapes. Merci beaucoup, Guillaume, et à très bientôt. À bientôt, oui. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et voici quelques conseils de lecture pour terminer notre émission. Tout d'abord, il était une fois Saint Jérôme. J'ai déjà plusieurs fois parlé des biographies de Morissette Vialandru, qui sont d'excellentes biographies de grands saints. Donc là, en l'occurrence, Saint Jérôme, donc, comme vous savez, le traducteur de la Bible du grec en latin. C'est paru aux éditions Saint-Jude, comme souvent avec Morissette Vialandru. Très belle biographie de Saint Jérôme. Dans un tout autre ordre d'idées, Sage Distribution, donc nos amis spécialistes de production de films, vient de diffuser Apprendre à t'aimer. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un film avec Harry Habitant et Julie Debona qui met en scène l'arrivée d'une petite fille trisomique. Et donc Apprendre à t'aimer, c'est évidemment apprendre à vivre avec le handicap dans cette famille qui est, voilà, c'est évidemment, ça n'est pas forcément un chemin de pétales de rose, mais c'est un très beau film sur la différence, sur le handicap. Et les acteurs sont bons et c'est vraiment agréable à regarder en famille. Troisième livre dont Marie Bruno, nous venons de parler avec Guillaume d'Alençon de monachisme. Là, dont Marie Bruno vient de publier un livre sur le silence monastique aux éditions Life Édition. Pareil, très bon ouvrage pour comprendre pourquoi le silence est fondamental à la vie monastique, est fondamental à la vie spirituelle et à la vie intérieure tout court. On a besoin de silence et une des raisons pour lesquelles notre société s'effondre, c'est qu'elle est tout le temps en train de parler. Évidemment, je suis un très mauvais exemple, je suis un parfait contre-exemple puisque je bavarde devant ma caméra en ce moment. Mais c'est un très bon livre, Le silence monastique, dont Marie Bruno, moine cistercien, aux éditions Life Édition. Et dernier conseil, une très belle BD parue chez Artege sur l'histoire des SUF. Les SUF, c'est les Scouts Unitaires de France. Donc c'est ce mouvement de scoutisme traditionnel né des Scouts de France. Vous savez tous que dans les années 60, un certain nombre de mouvements de jeunesse en particulier ont été pris par la tourmente. On a eu les grandes séparations dans l'Action catholique, dans le scoutisme. Et donc le scoutisme, il y a eu la réaction des Scouts d'Europe, qui a été une première réaction. Et puis il y a une réaction un peu ultérieure, qui est la réaction des SUF, Scouts Unitaires de France. Très belle bande dessinée sur le scoutisme traditionnel. Belle école de découverte de la nature, de découverte de soi, de découverte de la vie en société aussi. Et voilà, c'est une belle occasion de rendre hommage au scoutisme qui a été pour beaucoup d'entre nous, j'en suis, une très bonne école de formation, une très belle école de formation à laquelle nous sommes redevables. Alors moi je ne suis pas redevable au SUF, mais peu importe, c'est du scoutisme classique aussi. Et donc je suis ravi de faire la publicité de cette bande dessinée d'Artege. Voilà, nous interrompons ici notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.